Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag, le magazine qui s'adapte à chaque fois aux événements que connaît notre continent, comme le championnat d'Afrique des nations de football qui se déroule en Algérie, mais pas pour parler de score ou parler de performance ou de pronostics, mais plutôt pour profiter de cette occasion et aller à la découverte de l'Union africaine de radiodiffusion UAR. Quand a-t-elle été créée? Quelles sont ses missions? Et que fait-elle pour promouvoir de tels événements comme le Chan? Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous Madame Evelyne Faye. Elle est responsable du département communication et marketing à l'UAR. Madame Faye, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur Maouchi. Je vous remercie pour cette invitation et cette opportunité que vous offrez à l'UAR de se faire connaître un peu mieux. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes sénégalaise, vous avez fait des études en management des affaires, vous avez un master en marketing et communication, vous avez déjà travaillé à la télévision sénégalaise et vous êtes, entre autres, puisque votre CV est tellement long, et vous êtes à l'UAR depuis 2012, donc assez longtemps pour bien connaître l'Union africaine de radiodiffusion et nous la faire découvrir ce soir. Tout à fait, Monsieur Maouchi. Je suis effectivement à l'Union africaine de radiodiffusion depuis août 2012 exactement. Cela dénote du sérieux du travail que vous accomplissez justement à l'UAR. Donc on va commencer par le commencement, si vous permettez. On va d'abord découvrir c'est quoi l'UAR, quand a-t-elle été créée et quelles sont ses missions? Alors, merci. L'Union africaine de radiodiffusion a été créée sur les cendres de l'URTNA. Oui. L'URTNA qui était l'Union africaine des radios-télévisions nationales d'Afrique, qui avait été créée en 1962 par la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Et c'est en 2006 que l'URTNA est devenue UAR. Voilà. Et elle a été créée à Abuja, exactement, lors de l'Assemblée générale de 2006. Alors, ce changement de l'URTNA à l'UAR, il obéit forcément à une logique? Oui, à une logique. On a changé de nom, tout simplement. Il y avait à cette époque-là des soucis d'ordre économique qui ont poussé l'organisation à aller vers une nouvelle organisation qui reste la même en fait. Ouais. L'UAR et l'URTNA ont exactement les mêmes missions, ouais. Avec aujourd'hui des adaptations qui obéissent aux mutations du paysage de l'audiovisuel, je ne vais pas dire africain mais mondial. Oui. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas un peu cette union, concrètement, votre mission, c'est quoi? Moi, je suis téléspectateur algérien. Je sais que l'Algérie est membre, justement, de l'UAR. Qu'est-ce que je gagne en étant membre, justement, de cette union? Alors, ce que vous gagnez en étant membre de l'Union africaine de radiodiffusion, c'est d'abord de bénéficier d'un cadre, d'un réseau d'échange avec vos homologues lorsque vous êtes directeur général d'une télévision publique ou privée. Mais alors, à la base... Alors je rappelle qu'avant, du temps de l'URTNA, c'était juste pour les télévisions publiques. Après, ça s'est un peu ouvert sur les télévisions privées. Oui, alors l'ouverture aux télévisions privées est récente. Oui. C'était arrivé avec l'avènement du nouveau directeur général, M. Grégoire Ndiaka. Oui. Qui a une vision très futuriste de l'organisation et qui aujourd'hui nous a poussé à pousser l'Assemblée générale à ouvrir l'organisation aux télévisions privées. D'autant plus que le monopole des télévisions nationales n'existe plus, on peut dire. L'environnement macroéconomique aujourd'hui du paysage audiovisuel africain est complètement différent de ce qu'elle était avant les années 90, on va dire. Oui. Donc, pour s'adapter, il fallait s'adapter. Et pour s'adapter, il faut marcher avec son temps. D'accord. Donc, je vous ai interrompu, mais je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'on peut gagner en tant que membre en faisant partie de l'Union africaine de radiodiffusion? Alors, l'UAR est Alors, il y a des échanges d'abord.
Il y a les échanges, il y a donc la coopération, d'accord. Oui. C'est un cadre de coopération privilégié pour les radiodiffusions, télévisions d'Afrique, qu'elles soient privées ou publiques. Ça, c'est la première mission. Nous développons beaucoup de projets en termes de formation, formation des staffs des télévisions membres de l'UAR. Nous sommes actuellement, et c'est notre cheval de Troie, si je peux dire, aujourd'hui, les échanges de programmes. Parce qu'en Afrique subsaharienne, vous savez que la transition de l'analogique au numérique est un défi. Un défi qui interpelle principalement les contenus. Donc, du coup, le challenge des contenus nous pousse, nous aussi, à développer les échanges de contenu, à aller vers de nouveaux concepts, créer des banques de programmes pour nos organisations membres. Mais également, il n'y a pas que cela, il y a également la négociation des droits de retransmission des grands événements sportifs et qui sont extrêmement importants parce que les populations africaines attendent toujours d'avoir accès aux événements sportifs majeurs qui se passent dans le monde. Donc l'UAR est là en fait pour, si je dois résumer, pour le développement de l'audiovisuel en Afrique et partout ailleurs où on peut apporter notre contribution. Alors, Madame Faye, l'Afrique a souvent, sinon très longtemps, souffert de l'image qui a été véhiculée justement sur ce continent, souvent de la part des médias occidentaux. On associe souvent l'Afrique à la famine, à la misère, à l'immigration, au sida. Il est temps, est-ce qu'il y a une véritable prise de conscience de la part des Africains justement pour corriger cette image? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, surtout lorsqu'on sait que souvent les clichés ont la peau dure? Oui, comme vous dites, les clichés ont la peau dure, mais nous, en tout cas, Union africaine de radiodiffusion, nous avons pris conscience de ce phénomène, qui est un phénomène malheureux, parce que quand on nous regarde toujours comme le peuple arriéré qui vit dans des cases en paille avec nos enfants qui montent aux arbres comme des singes, etc., je suis désolée, mais on n'est plus à ces terres-là. On n'est plus à ces terres-là. Et il y a énormément de belles choses qui se passent en Afrique. Et nous, Union africaine, aujourd'hui, on veut changer définitivement cette Afrique, cette image de l'Afrique stéréotypée. Tout à fait. Et aller vers le positif. Parfois, même quand les médias occidentaux essayent de véhiculer une image positive de l'Afrique, c'est souvent avec beaucoup de folklorisation, c'est plutôt de l'exotisme qu'autre chose, alors que l'Afrique est un pays qui a envie d'avancer, qui a envie de se développer. Oui, bien sûr. Nous avons envie de nous développer et on essaye en tout cas de nous donner les moyens de nous développer. D'abord en étant complètement décomplexé par rapport à l'Occident. Surtout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous avons de l'intelligentsia africaine qui est quand même là et qui est très forte. Et aujourd'hui, l'intérêt pour nous, justement, au passage, je remercie au nom du directeur général de l'UAR, le gouvernement algérien qui a mis un centre d'échange de programmes et de contenus à la disposition de l'Union africaine de radiodiffusion, d'ailleurs qui fonctionne déjà. Elle est ici, à Bouchaoui. Et c'est un centre qui, justement, a pour mission de changer ce que vous êtes en train de dire. Nous faisons des reportages, nous faisons de la production, nous accompagnons les grands événements qui se déroulent en Afrique pour que les gens voient une autre image de l'Afrique. Et également promouvoir les échanges de programmes entre nos organismes membres, qui sont au nombre de 54 aujourd'hui, sans compter les associés. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a 70 télévisions membres ou plus qui sont membres de l'UAR et qui sont là, qui sont actifs. Si la RAI, la TRT et d'autres, France Média Monde et d'autres veulent rentrer à l'UAR,
Je pense que c'est parce qu'ils ont senti que le changement est impulsé. Ouais. Alors, vous parlez justement du gouvernement algérien, mais moi j'ai envie de parler à l'échelle continentale. Est-ce que justement tous les gouvernements apprécient justement cette union à sa juste valeur et qu'ils jouent le jeu, ou il y a quand même des réticences? Vous êtes Il joue le jeu. Et je vais vous dire que le premier président, c'est pas parce que je suis sénégalaise, mais le premier président à nous avoir soutenus ouvertement, c'était le président Macky Sall. On a eu en 2018 le président Kagame qui est venu à notre Assemblée générale. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une rampe de lancement qui est celle de changer justement l'image de l'Afrique stéréotypée dans les médias. Très bien. Et vous êtes présente sur les 54 pays africains, c'est ça? Alors, nous sommes basés à Dakar et tout le travail se fait à partir de Dakar. D'accord. Voilà. Oui. Donc, nous sommes extrêmement mobiles, nous voyageons beaucoup pour justement aller chercher cette information, on va dire, cette information vraie. Cette information vraie de l'Afrique et sous son image réelle. Très bien. Alors, on va arriver à l'événement que connaît notre continent ces jours-ci. C'est bien sûr le championnat d'Afrique des nations de football. On a remarqué que l'UAR fait un travail remarquable grâce à des magazines qu'elle propose. Et pour en parler, nous avons choisi un extrait de ce magazine. C'est un sujet qui nous parle un peu de l'avis des Algériens sur ce championnat. Nous allons d'abord le suivre et revenir après pour en parler. On en veut pour preuve les rues richement pavoisées, aux couleurs des 18 pays qui participent au Champ Total Énergie 2022. De nombreuses rues ont été reprofilées, les transports améliorés. Le tramway est venu s'ajouter au réseau de bus et de métro qui existait déjà pour faciliter le déplacement durant cette grande fête du football continental. Au sein même de la population, les avis sont partagés. Officiellement, on est tous heureux ici d'accueillir cette compétition, spécialement quand l'Algérie, le pays hôte, descend dans l'arène. Ça représente beaucoup de choses. C'est bon pour l'Algérie, c'est bon pour l'Afrique. Et tout va pour le mieux. Pour l'instant, ça va, elle commence bien. On est très contents. Écoutez, l'Algérie a toujours été un pays touristique. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Depuis longtemps. Donc, tout le monde est le bienvenu. Et tout va pour le mieux pour l'instant. C'est une expérience, on a déjà organisé une Coupe d'Afrique, ça s'est bien passé en 1990, vous étiez peut-être pas né, non? En 90. On l'a eu récemment, en Égypte, et là c'est une expérience. Normalement ça va très bien, tout va bien, et tout le monde est le bienvenu. D'abord c'est une opportunité pour... C'est une opportunité pour certains joueurs locaux, comme on dit, de briller, peut-être de décrocher des contrats en Europe. Ensuite, c'est une opportunité pour commercialiser une bonne image de l'Algérie. Et aussi une bonne image de l'Afrique. Voilà, alors avant de revenir sur les sujets que vous confectionnez dans votre magazine, j'ai envie de revenir sur les événements sportifs. Je pense sur le plan médiatique, c'est les événements les plus importants. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la Coupe du Monde qui s'est déroulée récemment au Qatar. Comment est-ce que le monde entier avait les yeux rivés sur un petit pays, quand je dis pays, petit pays sur le plan géographique, mais qui a démontré qu'il pouvait jouer dans la cour des grands en réussissant peut-être l'organisation de la meilleure Coupe du Monde de l'histoire du football. Oui, en fait, moi j'ai suivi la Coupe du Monde comme vous à la télévision et c'est vrai que c'est la première fois que j'entends parler de stade climatisé. C'était vraiment le grand jeu. C'était le grand jeu, c'était très impressionnant. Les équipes et les délégations ont été très contentes, je pense, de l'accueil qui leur a été réservé. C'est encore, je veux dire, une démonstration d'une Afrique émergente. Oui, donc...
vous saisissez vraiment l'importance de ces événements. C'est pour ça que ce CHAN, par exemple, est une occasion pour vous de faire connaître l'UAR à travers les magazines que vous confectionnez. Le sport, qu'on le veuille ou pas, est peut-être la meilleure vitrine, la meilleure tribune, un peu plus que peut-être la culture ou la politique. Aujourd'hui, de par la violence des masses. Hein. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le sport est devenu le moyen le plus fédérateur, je vais dire, pour rassembler des populations différentes, venant de cultures différentes, ayant des us et coutumes différentes, etc. Le sport est l'agrégateur, celui qui nous permet de nous retrouver pendant un moment dans la joie, etc. Et aujourd'hui, nous, en fait, nous ne faisons pas seulement la promotion du sport à l'Union africaine de radiodiffusion. Le magazine, l'extrait qu'on vient de voir, comme vous le voyez, donne, nous cherchons à démontrer et à montrer qu'est-ce qui se passe en dehors des stades. Tout à fait. Voilà, donc c'est la vitrine aussi qui nous permet de faire la promotion du pays hôte, de voir comment ça se passe dans d'autres pays également, comment le Burkinabé qui est resté dans son pays, comment il vit le CHAN, comment le Sénégalais vit le CHAN, comment le Kenyan qui est de l'autre côté vit le CHAN. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde se retrouve justement dans un magazine de 13 minutes. Vous allez me dire c'est difficile, mais autour des délégations qui sont présentes dans la compétition dans le pays hôte, on essaye en tout cas d'aller voir tout le monde, de voir comment ils vivent l'événement, comment c'est ressenti et voilà, je pense que c'est ça. Justement, alors sur le plan journalistique, je sais que vous avez une équipe réduite, mais qui fait un travail vraiment remarquable. Comment vous vous organisez justement? Et le fait que le CHAN se déroule sur 4 villes d'Algérie, un peu de l'Est à l'Ouest, est-ce que ça ne constitue pas quand même un petit souci pour vous ou un challenge, si vous voulez? Bon, alors, si, c'est un challenge, bien sûr. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes une union. D'accord. Donc nous avons des équipes. Vous sollicitez un peu tout. Les équipes de nos membres sont présentes un peu partout et nous travaillons avec elles d'accord partie pour justement collecter des images. Il y a également la CAF qui est notre partenaire sur cet événement. Donc honnêtement, nous n'avons pas... La télévision algérienne aussi, puisque l'événement... Bien sûr. Donc quand je dis nos membres qui sont présents un peu partout, la télévision algérienne est à l'intérieur, bien évidemment. Donc évidemment, nous travaillons en collaboration avec nos membres qui sont disséminés dans les différentes villes qui abritent la compétition. Très bien. Alors, ces événements aussi sont souvent des occasions pour délivrer des messages forts, en symbolique, je veux dire, comme par exemple le fait d'avoir baptisé le nouveau stade de Berraqi du nom de Nelson Mandela. Alors, vous avez consacré un sujet dans vos magazines sur cet événement. On va le suivre d'abord pour en parler après. C'est un véritable bijou que l'Algérie s'est offert à l'occasion du championnat d'Afrique des Nations, CHAN Total Énergie 2022. Le stade Nelson Mandela vient corriger en 2023 des manquements en termes de déficit d'infrastructures de qualité pour le football, le sport le plus fédérateur pourtant de ce pays. D'une capacité d'environ 41 000 spectateurs, le stade Nelson Mandela a nécessité près de 280 millions d'euros pour sa construction. Et voici le résultat obtenu. 22 salons VIP, une tribune de près d'environ 240 sièges, des pistes complètement bitumées. Et même si ce stade, qui fait aujourd'hui la fierté des Algériens, ne dispose pas d'une piste d'athlétisme, l'histoire reprendra cependant que le stade Nelson Mandela fut le premier en Algérie à être construit aux normes FIFA. Un stade de qualité en mémoire d'un homme hors norme dont la notoriété a dépassé les limites naturelles de son Swazulu natal pour s'imposer au reste du monde.
people of Algeria, we want to say to you, thank you for inviting us to what Madiba considered his second home. Un homme que porte avec fierté le peuple sud-africain, un homme célébré dans cette frasque culturelle des principales tribus d'Algérie. Nelson Mandela, de son vivant, avait lui-même déclaré son amour pour la terre algérienne, qu'il accueilla dans les moments troubles de son histoire. Madiba, de son petit nom, disait alors que l'Algérie était sa seconde patrie. Et c'est certainement cette fidélité que le pays a voulu récompenser, tout en prouvant son identité africaine à ceux qui en doutaient encore. Voilà, c'est une façon peut-être à l'Algérie de réaffirmer son africanité, de rendre hommage à ce grand homme que fut Nelson Mandela. C'est bien aussi que le sport joue un peu ce rôle. Je trouve que c'est excellent. Ouais. Je trouve que c'est excellent parce que Mandela est tout un symbole pour tout le continent. Il n'appartient pas seulement à l'Afrique du Sud, il appartient à toute l'Afrique. Et moi, souvent, il y a quelque chose qui me fait sourire, parce que dans certains pays d'Afrique du Nord, on dit les Africains. Ouais. Et ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont africains. Et du coup, moi, ça me fait sourire, en fait. Ouais. L'Afrique est une et elle est unie. Ouais. Et ce stade qui porte le nom de Mandela montre toute la fierté que vous avez d'être africain. Ouais. Et c'est peut-être un exemple à suivre. Hein. C'est pour ça qu'il est important de promouvoir ce Chan, ce qui n'a pas été vraiment fait lors des éditions précédentes. Mais je crois que pour une fois, le Chan a eu droit à une belle promotion, surtout à l'international. Alors, on a commencé au Cameroun en 2021. On a commencé au Cameroun à vraiment faire la promotion du Chan. Et c'est là justement qu'on a commencé à diffuser la seconde saison de The Spotlight, qui est le magazine de 13 minutes consacré au Chan. Et à tous les événements, à la CAN également. Ouais. Voilà. Donc c'est, comme je vais dire, aujourd'hui nous sommes dans une dynamique d'innovation, d'amélioration de ce contenu qui est très apprécié des télévisions africaines et même au-delà, puisque dans notre réseau d'échange, on a l'UR qui est là, on a l'ABU qui est là, on a l'ASBU qui est là, et certaines télévisions de ces unions sœurs reprennent ce magazine pour le diffuser chez eux, parce que c'est un magazine qui aujourd'hui est en français, en anglais et en portugais. Donc du coup, le portugais aujourd'hui c'est une des innovations, parce que en 2021 on l'avait fait justement, mais c'était juste en anglais et en français. Et donc, c'est pour dire que nous essayons de marcher dans le sens de l'Afrique émergente, dans notre secteur, qui est le secteur de l'audiovisuel public et privé. Je veux dire le développement de l'industrie de l'audiovisuel d'une manière globale. On n'aurait pas, je dis ça comme ça, on n'aurait pas peut-être pensé aussi à une version en langue arabe, puisque vous travaillez en étroite collaboration aussi avec l'ASBU, comme ça, ils auront leur magazine en langue arabe. Nous y avons pensé. Ah, d'accord. Nous y avons pensé, mais nous sommes là que depuis 3 mois. Ouais. Nous sommes installés en Algérie que depuis 3 mois. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Le bureau du journaliste arabophone
est déjà installé. Nous attendons juste qu'il vienne prendre son siège et commencer son travail. Donc c'est pour vous dire que nous avons anticipé. Pour cette édition, nous nous en excusons, nous n'avons pas pu faute de faire temps, la production en arabe parce que le temps, on est là que depuis septembre. Donc vraiment c'était très 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 court pour faire les 4 langues. Mais c'est déjà un bon début. On se donne rendez-vous à la prochaine édition, Inch'Allah, pour la version arabe. Inch'Allah. Alors, dites-moi, vous êtes en Algérie depuis combien de temps? Alors, moi, je suis là depuis samedi dernier, donc c'était le 14. Vous êtes déjà venu en Algérie? Oui. Vous connaissez un peu le pays? Vous avez visité des villes? J'ai été à Tipaza, c'est tout. Ah, d'accord. Donc, d'où justement l'importance de votre magazine qui nous propose aussi de voyager à travers les 4 villes qui accueillent ce Chan justement, à savoir Annaba, Constantine, Alger et Oran. Oran justement qui a fait l'objet d'un sujet du magazine de l'UR sur le Chan. On regarde. Situé à plus de 400 km d'Alger, Oran, au dire des amateurs de belle vie, est certainement l'une des plus belles villes d'Algérie. À partir du mont Santa Cruz qui surplombe toute la baie d'Oran, la ville se dresse fièrement du haut de ses gratte-ciels qui se sont agglutinés au fil des ans. Ville moderne, plusieurs fois colonisée par des Grecs, des Romains, des Espagnols, des Italiens et plus récemment encore des Français, Oran porte encore les marques de son lourd passé de viol culturel et civilisationnel. L'architecture espagnole y est marquante et l'histoire de la ville est fortement imprégnée de la riche culture ottomane et arabo-musulmane qui symbolise son art. Oran, c'est aussi le football, le sport roi. Chaque jeune ici rêve de devenir le Messi de demain et la ville s'est dotée d'infrastructures pouvant faire de ce rêve une réalité pour tous. Oran en langue berbère Waran signifie lion. C'est une ville riche qui abrite le célèbre port gazier et pétrolier qui porte son nom. Le colon l'a bâti à son image, d'où la ruée des grandes enseignes hôtelières internationales vers cette ville d'Algérie. La vie y est magnifique, le climat clément. Voilà, donc c'est aussi pour cela qu'on organise des événements tels que le Chan, pour faire découvrir son pays, la richesse justement de son pays sur le plan géographique ou sur le plan tradition. D'ailleurs, on terminera avec un sujet que vous avez consacré aux traditions algériennes. Vos équipes ont profité justement de ce Chan pour découvrir un peu les villes algériennes? Oui, tout à fait. Nos équipes bougent beaucoup. C'est assez difficile. Mais on essaye quand même de les faire voyager dans les différentes villes parce que en fait elles ont commencé à faire le travail en amont du démarrage de la compétition et ça leur a permis de tourner pas mal dans les différentes villes pour essayer de justement se préparer au Chan parce que comme il est de coutume, en tout cas pour nous à l'UAR, c'est que chaque fois que nous allons dans une ville, nous commençons par en faire la carte postale. Voilà. Pour que les gens sachent où aller, où se promener, quoi visiter, quoi manger, même quoi acheter comme souvenir, etc. Parce que c'est aussi ça, la beauté de l'événement. Très bien. Alors, on va s'attendre à d'autres magazines d'ici à la fin du Chan. Absolument. Je peux le garantir. Alors, on revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça aussi, ça intéresse beaucoup le téléspectateur. On parle souvent, quand il y a un événement majeur, la Coupe du Monde de football, les Jeux olympiques, les Jeux méditerranéens, la Coupe d'Afrique des Nations, on parle beaucoup des droits de retransmission qui sont exorbitants, qui sont presque inaccessible pour des pays africains. Est-ce qu'on peut penser, justement, grâce à l'UAR, à une action commune pour acquérir ces droits et en faire bénéficier les membres? C'est le combat de l'UAR.
C'est le combat de l'UAR et c'est un combat que nous menons depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, parce que nous avons même introduit un texte au niveau de l'Union africaine pour justement demander à ce que les droits de retransmission des événements majeurs soient régis par une loi africaine pour justement nous aider à maîtriser l'inflation au niveau des droits. Oui. Donc, c'est le combat au quotidien de l'UAR. Et j'avoue que depuis que nous avons commencé à commercialiser les droits de retransmission de la CAF, les coûts ont drastiquement baissé en Afrique subsaharienne. Ce que nous n'avons pas réussi encore à faire, c'est d'arriver à ce que toute l'Afrique soit un seul territoire. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, l'UAR a au moins relevé le défi de la maîtrise des coûts des droits. On sait que ça ne va pas être facile face au diktat justement de l'argent, donc vraiment bon courage. Mais à part les événements sportifs, les autres événements tels que les événements culturels, économiques et politiques, c'est aussi des événements importants pour l'UAR. Oui, et nous mettons tout en œuvre justement pour assurer la couverture de ces événements-là, où qu'ils se trouvent. Récemment, il y a eu le sommet arabe chez vous, et nous avons fait un magazine. Oui, justement, on l'a suivi aussi. Voilà. Il y a eu d'autres événements en Europe, d'ailleurs. On a eu à faire les awards des leaders africains, qui s'était passé en France, je crois, il y a 1 an ou 2. Nous avons couvert l'événement et je pense que nous l'avons même diffusé en direct, en live, en streaming sur la plateforme d'échange de programmes justement de l'UAR. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une dynamique de faire rayonner l'Afrique. Très bien. Alors vous parlez de faire rayonner l'Afrique, c'est ce qu'on souhaite tous. Un seul magazine comme le nôtre ne suffit pas, bien sûr, mais une chose est sûre, c'est qu'on vous reverra, vous ou quelqu'un de votre staff, dans d'autres numéros justement d'Afrique Mag, parce que vous êtes nos partenaires. On a besoin de vous autant que vous avez besoin de nous. Alors, juste avant de terminer ce magazine, je vous propose à vous et à nos chers téléspectateurs un autre sujet du magazine de l'UAR consacré au Chan. Il nous parle cette fois-ci des traditions algériennes. On regarde. Des centres pour découvrir la culture algérienne sous toutes ses coutures. Boutique très achalandée où on peut retrouver des ustensiles de cuisine, des tenues traditionnelles, des chaussures, des bijoux et tout ce qui peut plaire aux femmes et aux hommes d'Afrique et d'ailleurs. Je vous présente quelques échantillons des différentes tenues algériennes. Bon, il nous en manque quelques-unes, mais on va, par exemple, ça c'est une tenue de mariée de Tlemcen, de l'ouest algérien. C'est une tenue traditionnelle millénaire. Ça, c'est une tenue traditionnelle kabyle. Vous avez différentes couleurs avec la fota et le foulard qui sont indispensables quand on sort dans la rue, de mettre le foulard et la fota. Alors là, je vous présente des tenues de sortie au niveau de l'Est algérien, des villes de Constantine et Galma. Et ça, c'est généralement, c'est une tenue en noir. Et là, c'est les tenues traditionnelles d'Alger. Là, c'est la tenue de sortie en haïk blanc, toujours. Et là, c'est des tenues de réception. Alors là, je porte un joli poncho noir, blanc, rouge, disponible ici dans cette boutique. C'est très beau, comme vous pouvez le constater, mais je ne sais pas d'où il provient et où est-ce qu'il a été fait. Qui vient de Radea. C'est si vous voulez, l'une des premières villes du sud algérien. Elle se trouve à 600 km au sud. Et ça, c'est fait à Radea spécialement par les femmes de Radea. À quelles occasions on le porte? C'est plus en hiver pour sortir en ville. Pas spécialement pour les fêtes, mais c'est juste pour aller en ville, faire ses emplettes, ses achats, et on met ça pour y aller, c'est tout.
Alors, chers téléspectateurs, nous sommes ici chez Madame Haddour à Alger. Aujourd'hui, nous allons apprendre à préparer du couscous algérien. Et pour les nombreux invités qui sont venus prendre part au championnat d'Afrique des Nations, n'hésitez pas à faire un tour ici. Ça sent bon déjà. Et je sais que ça va être très agréable. Tout le monde aime le couscous algérien. Moi-même, j'en raffole. Mais je ne sais pas comment ça se prépare. Donc, saisissez l'opportunité pour apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors, la première étape, elle consiste à préparer déjà le couscous, à le mouiller. Enfin, on va dire pour 4 personnes, il faut 1 kilo de couscous. Hein, et puis mouiller comme ça, petit à petit. C'est mouillé à l'eau tiède ou bien à l'eau tiède, oui. Voilà, le mouiller comme ça, le mélanger jusqu'à ce qu'il soit tout absorbé. Voilà. Et là, la dernière étape, c'est mes courgettes. Voilà, je les mets une par une. Je les mets entières comme ça pour qu'elles ne fondent pas et pouvoir décorer mon plat. En dernier, on laisse la sauce cuire pendant encore 20 minutes. Et là, on passe au couscous. Il a normalement cuit. C'est ce qui est vraiment remarquable dans votre magazine, c'est que vous touchez un peu à tout. Vous nous avez fait voyager, vous nous avez fait découvrir beaucoup de choses sur notre pays déjà, hein, peut-être que nous ignorions nous-mêmes. Donc c'est très bien, c'est un bon début, histoire peut-être de penser à une version en langue arabe lorsque le chant se reproduira dans 2 années, Inch'Allah. Donc vous avez un peu le temps. Pour terminer, les défis de l'UAR, vous parliez tout à l'heure du passage de l'analogique au numérique, donc vous faites quoi? Vous accompagnez justement ces pays, vous les faites bénéficier de l'expérience de certains pays aussi? Oui, alors dans ce domaine en particulier, nous avons organisé plusieurs séminaires sur la formation, justement, la préparation des télévisions, les préparer au passage au numérique, de l'analogique au numérique, sur le plan technique, sur le plan de la gestion des contenus, et sur les différents défis qui les interpellent au moment du passage de l'analogique au numérique. Aujourd'hui, il y a également dans pratiquement tous les pays le bras technique de la transmission a été séparé de la télévision, comme c'est le cas ici en Algérie avec TDA. Donc, du coup, aujourd'hui, ce sont des membres à part entière de l'UAR, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Tout à fait. Donc, nous sommes en train de travailler justement à reconstruire, à ramener, si vous voulez, tous ces bras techniques qui constituent les télédiffuseurs africains, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils soient à l'UAR. Ils le sont déjà, mais nous voulons qu'ils occupent aussi une place importante, la leur, puisque c'est eux qui vont être chargés de tout ce qui est transmission des signaux. Et après, il y a l'autre aspect, c'est le défi des contenus. Le défi des contenus qui est aujourd'hui vraiment le nerf de la guerre, parce que ça coûte cher. Et il faut... et le téléspectateur devient de plus en plus exigeant. Il a de plus en plus d'attentes et du coup, il faut répondre à ces attentes. Il a de plus en plus de choix parce que vous avez aussi les contenus mobiles, la digitalisation, etc., qui sont aujourd'hui, je veux dire, des concurrents
indirect ou direct, ça dépend de quel côté on se trouve, de la télévision traditionnelle. Donc nous, en fait, l'UAR, notre mission, c'est de voir comment la télévision publique ou privée, en tout cas la télévision traditionnelle, doit s'adapter pour survivre dans cet environnement en pleine mutation. Voilà, aujourd'hui, le défi que nous, en tout cas, on se lance. Et dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, nous avons déjà commencé à travailler sur une banque de programmes, justement, dans les 4 langues. Très bien. Pour pouvoir offrir à nos membres la possibilité d'aller sur la plateforme d'échange de programmes de l'UAR, de contenu de l'UAR, et de trouver des contenus qui répondent à une attente de leur audience et que ces contenus, en fait, puissent apporter également des revenus, soit générateurs de revenus, pour leurs homologues qui ont posté ces contenus-là. Donc, il faut que les échanges de programmes également soient une source économique pour les différents membres de l'UAR. Tout à fait. Voilà. Certains osent parler carrément d'une guerre des médias, lorsqu'on sait que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Je pense que les Africains n'ont pas d'autre choix que de réussir justement ce pari. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer, Madame Faye, à vous et à l'Union africaine de radiodiffusion? Nous souhaiter plein succès dans nos projets, notamment le développement de notre centre ici à Alger, qui est notre bébé, qui est un grand projet sur lequel nous avons beaucoup misé, en tout cas pour que l'Afrique rayonne sous sa vraie image et sous une image positive pour contrer tous les stéréotypes et toutes les mauvaises images qu'on projette tous les jours de l'Afrique, qu'on montre que l'Afrique est une Afrique moderne et que nous sommes sur la rampe de l'émergence. Très bien. En tout cas, soyez sûrs, nous sommes là, la télévision algérienne est là parce que c'est du partenariat, c'est du gagnant-gagnant. Donc, on a besoin de vous comme vous avez besoin de nous. N'hésitez pas à venir quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Un dernier mot pour terminer ? J'ai vu que les Algériens disent qu'ils veulent gagner, mais moi je veux que le Sénégal gagne. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Voilà. En tout cas, vous avez une très bonne équipe et c'est bien parti pour le Sénégal. Allez, disons Algérie-Sénégal en finale. Un remake de la Coupe d'Afrique 2019. Et c'était l'Algérie qui l'avait remporté. Cette fois, ce sera le Sénégal. On verra. On se donnera rendez-vous lors de la finale. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne dans tous les cas. C'est très bien dit. On va terminer sur cette note. Voilà. Merci beaucoup, Madame Faye, d'être venue ici à Canal Algérie pour nous parler justement de l'Union africaine de radiodiffusion. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lors d'un autre numéro d'Afrique Mag. Bye.